Donc pour le moment, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Lozachmer. Donc Jean-Claude Lozachmer est professeur maintenant à la retraite. Oui. Vous étiez professeur de lettres à l'université de Rennes 2. C'est ça, de langue et littérature française du Moyen-Âge. Voilà. Alors, le professeur Lozachmer, j'avais découvert ses livres, son premier livre, enfin en tout cas dans le domaine qui m'intéressait, parce que je crois que vous en avez publié d'autres par ailleurs, plus techniques sur la littérature du Moyen-Âge. Donc vous aviez publié un ouvrage qui s'appelait « Fils de la veuve », et c'est sur le symbolisme maçonnique, qui était paru en 1990. Et donc ce livre a été réédité aux éditions de Chiré en 2002. C'est ça. Voilà, et c'est toujours sous-titré Recherche sur l'ésotérisme maçonnique, et l'ouvrage est enrichi et plus riche. Voilà. Vous aviez également, là je ne l'ai pas apporté aujourd'hui, de la révolution, et c'est sur la politique maçonnique, qui était paru aux éditions de Jeanne d'Arc en 92. Et alors depuis l'année dernière, il me semble, c'était en 2014, il me semble. Et avant. Ou 2013, peut-être. En 2013, vous aviez publié... Non, c'est même avant. 2013. Oui, 2013. Vous aviez publié aux éditions des Cimes de la gnose au Graal, aperçu sur une tradition initiatique. Et vous publiez... vous avez publié cette année, donc, c'est ça. aux éditions des Cimes, qui vient de sortir depuis très peu de temps. Donc, les origines occultistes de la franc-maçonnerie, recherche sur une religion d'État. Donc, on peut dire que vous êtes je ne vais pas dire obsédé, mais vous êtes un spécialiste de la franc-maçonnerie. Et j'ai souhaité vous inviter, je l'ai dit d'ailleurs, j'en ai parlé dans Faits et Documents à la sortie de chacun de vos livres. Vos livres tranchent totalement sur les ouvrages qu'on lit en général sur la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, tout le monde sait que c'est un sujet qui m'intéresse. D'ailleurs, je dois être la seule revue en France d'information qui consacre une page tous les 15 jours aux questions de la maçonnerie, un peu comme, je le fais plus modestement, mais comme a pu le faire Monseigneur Join dans la Revue internationale des sociétés secrètes. Alors, ça m'est évidemment très reproché par un certain nombre de gens, mais enfin, il y en a quand même d'autres qui apprécient. De toute façon, on ne me fera pas changer d'avis. Je continuerai à m'intéresser au lobby, aux groupes de pression qui fonctionnent en France et à l'étranger. Mais ce que j'avais trouvé passionnant, et ce qui est également passionnant dans votre nouvel ouvrage, donc qui s'intitule « Les origines occultistes de la franc-maçonnerie », c'est qu'on y lit des choses qu'on ne lit dans aucun autre ouvrage sur la franc-maçonnerie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un compliment. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que les auteurs se recopient, mais les auteurs, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que ce sont soit des rituels, mais en fait qu'on connaît depuis le XVIIIe siècle. Oui. En gros, le grand secret étant qu'il n'y a pas de secret. Enfin, on vous fait croire qu'il y a un secret, on va revenir dessus. Mais en fait, quand on a les rituels, on se rend compte qu'il y a quasiment rien dedans, sauf si on les interprète, qu'il y a une approche ésotérique de la question. Soit vous avez des ouvrages écrits par des francs-maçons eux-mêmes, donc qui, parfois relativement, ont cultivé ou objectif, enfin, qui ont quand même tendance à se servir la soupe, où il y a des auteurs très anti-maçonniques, et vous vous êtes engagé dans une voie nouvelle en recherchant... en fait, vous êtes tombé dessus par hasard. C'est ça. Alors, avant de vous donner la parole, parce que je ne l'avais pas cité, parce qu'il a dû avoir des problèmes pour se garer à proximité de Radio Courtoisie, donc j'ai le plaisir de recevoir pour cette première partie d'émission, donc Pierre Stader, qui est déjà venu dans plusieurs de mes émissions et qui est chercheur et analyste et qui a des compétences dans de nombreux domaines. En particulier, on s'était rencontrés, parlant en particulier d'économie et de crise financière, mais vous avez également une connaissance, on peut dire, quand même assez approfondie de la question maçonnique, kabbaliste. Voilà. Contre-église. Voilà. Bonsoir aux auditeurs. Voilà. Donc Jean-Claude Lozachmer, d'ailleurs, on peut lire votre livre, mais vous êtes là, vous allez nous l'expliquer. Vous êtes tombé dessus, en fait, par hasard. Tout à fait par hasard, et c'est pour cela que j'ai attaqué la question sous un angle inattendu.
mais je n'ai pas fait exprès. Je faisais des recherches sur un mythe en amont de la légende de Perceval, le héros du Graal. Bon, alors si on suit la démarche, je vais du côté celtique. Bon, avec un nom comme le mien, ça se comprend. Vous étiez donc Monsieur Lozachmer, donc c'est un nom vraiment breton. Berrichon, non? C'est un nom celte. Ça devrait se prononcer Lozachmer. Lozachmer. Ozar, ça veut dire le patriarche et Meur, le grand. Et il n'y a de français que l'article. Donc, oui, évidemment, j'étais intéressé par l'origine celtique de la légende arthurienne. Et c'est ainsi que je me suis plus spécialement intéressé au mythe du Graal. Et donc, si j'avais le temps et surtout le talent, j'écrirais sous forme de roman policier ma démarche intellectuelle, parce que c'est tout à fait étonnant. Le vrai Da Vinci Code, c'est ça? Oui, à ceci près que moi je raconte des choses vraies. Oui, c'est bien ce que je souligne. Non, mais pour étonner, c'est un Da Vinci Code européen et non américanisé. Non américanisé, et puis surtout extrêmement sérieux. Et si je puis faire un compliment, parce qu'après tout, il vaut mieux les faire. Moi, je suis très honoré d'avoir en face de moi le professeur Lozachmer, parce que je suis rennais, je suis breton moi aussi, au moins du côté de ma mère, mais mon père a son passeport, puisqu'il a épousé ma mère en 57 et qu'il y habite depuis, donc je pense qu'il commence à s'assimiler, à s'intégrer même. Et puis surtout, j'ai suivi vos travaux par des biais, par un goût, par une éducation familiale aussi. J'ai suivi vos travaux depuis le début, sauf, je dois le reconnaître, tout ce qui est extrêmement technique et que je ne maîtrise pas du tout. Votre érudition est très très grande et je ne suis pas philologue, je ne maîtrise pas toutes les langues sur lesquelles vous avez d'éminentes compétences. Mais ce que je voudrais dire en introduction, et pour compléter un peu ce qu'a dit Emmanuel Ratier, c'est que votre livre, qui me semble être une espèce de compendium de vos travaux précédents, en particulier Le Fils de la Veuve, qui était un espèce d'essai ramassé, est extrêmement simple, lisible, accessible, et pour toute personne qui veut, savoir ce qu'est l'ésotérisme, savoir ce que sont les racines de la franc-maçonnerie, effectivement, mais aussi les racines de tout ce qui lutte contre l'Église depuis son commencement, eh bien, il faut lire ce livre qui est parfaitement clair, extrêmement pédagogique et qui ne peut être fait que par vous, cher professeur, parce que c'est le fruit de l'expérience, de la connaissance, du temps, de l'étude. Et aujourd'hui que beaucoup de jeunes ou de moins jeunes, mais en tout cas très très peu sérieux, écrivent à tour de bras sur tout et n'importe quoi, je trouve excellent que Emmanuel Ratier vous ait fait l'amitié et la confiance de vous inviter, parce que vous êtes une vraie valeur. Voilà. Alors, on va arrêter les compliments, parce que sinon, professeur je vais rougir. Va rougir. Ils sont Donc, immérités. ce que je voudrais, c'est que justement, vous nous parliez un peu, enfin, si vous voulez, un peu par provocation, ça sera dans la rediffusion de la nuit et la rediffusion de demain. À cette occasion, je remercie les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écouteront pour les retransmissions. Le thème qui est un peu provocateur, je dis bien, il y a un point d'interrogation, c'est la franc-maçonnerie est-elle un mythe ? Parce que je me suis dit que pas du tout dans le fait que la franc-maçonnerie n'existe pas, mais vous êtes le premier à relier la franc-maçonnerie en elle-même, enfin, tout pour le rituel, les origines, etc., à des origines, on en parlera plus longuement, mais indo-européenne, donc spécifiquement, enfin plutôt européenne, et vous vous référez absolument pas au texte classique de la franc-maçonnerie qui relie ça, en particulier au judaïsme ou à d'autres écoles, comme a pu par exemple le faire René Guénon ou des gens comme ça. Et en fait, votre démarche est une démarche d'universitaire spécialiste de littérature du Moyen-Âge. Et donc, je voudrais que vous nous parliez justement de ce mythe du Graal qui vous a amené à vous intéresser à la franc-maçonnerie. Oui, alors, parce que vous le développez dans vos livres en détail, en présentant toute une série de versions que vous avez pu trouver. C'est pour ça qu'il faudrait bien caler les choses en démarrant par le début, quoi. Oui, disons que ça fait 40 ans
que je travaille la question. J'ai une tournure d'esprit qui fait que je reviens continuellement sur le même sujet, mais en approfondissant à chaque fois, en augmentant mes compétences. Alors, vous avez dit origine indo-européenne, oui, mais ça va au-delà, parce que, comme vous l'avez vu, j'ai trouvé des versions du mythe en dehors du domaine indo-européen. Oui, mais plus tardivement. Hein. Puis on en reparlera. Mais ce que je voudrais, c'est que vous nous parliez en fait du mythe de Graal, Bon, alors, grosso modo, etc. Grosso modo, je disais qu'il y avait là le sujet pour un roman policier, mais tout à fait vrai. Ça commence par un roman inachevé, le roman de Chrétien III, le conte du Graal. Bon. Et je disais à mes étudiants assez souvent, vous savez, c'est un peu comme un Agatha Christie dont on aurait perdu les 40 dernières pages. Et c'est ça l'énigme du Graal. Vous avez une histoire, et puis on a une scène centrale qui demande une explication, mais l'explication ne vient pas parce que le livre n'a pas été achevé. Combien de vers Chrétien de Troyes, à peu près 7 000, 8 000 Oui, environ. Oui. Parce que, pardonnez-moi cette interruption, mais je crois que dans les versions successives, il y a des ajouts. Ah ouais, et on arrive à des versions jusqu'à 17 000 à peu près. Oui, absolument. Il y a eu des continuations, parce que comme c'était une œuvre à succès, on a exploité le thème. Et d'après les recherches de spécialistes, et aussi d'après mes propres recherches, il y a des gens qui ont eu accès à des versions antérieures au roman de Chrétien. Et ce qui permet de l'affirmer, c'est que comme le thème est d'origine mythologique, si on compare certaines de ces versions aux données des mythes, on y trouve des éléments qui ne se retrouvent pas chez Chrétien. Donc, conclusion, ils ont eu accès à des versions plus anciennes. Voilà, alors grosso modo... On peut dire que Chrétien de Troyes, en fait, a synthétisé, pour la première fois, un certain nombre de mythes antérieurs. J'ai l'impression qu'il a travaillé à partir d'un modèle qui lui était venu de l'autre côté de la Manche et qu'il l'a modifié. Et il l'a modifié de telle manière que c'est peut-être lui ou peut-être quelqu'un en amont dans la chaîne de la transmission. Il a éliminé, ou on a éliminé avant lui, le thème de la vengeance. D'accord. Imaginez Colomba, de Mérimée, essayer de réécrire Colomba en éliminant le thème de la vengeance. Pas facile, hein. Pas facile. Ça se vend pas. Eh bien, chez Chrétien de Troyes, c'est l'inverse. On est en plein mystère. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, pour résumer le roman de Chrétien, très brièvement, le héros Perceval a été élevé dans une forêt galloise. Et il est fils de la veuve. Alors, bon, simple hasard, non. Mais ça ne m'a pas frappé au début. C'est le fils d'une veuve. Pourquoi ? Parce que son père a été tué à la guerre, à les suites de combats. Il avait 2 frères. Et les 2 frères ont été aussi tués. Et ceci nous renvoie au mythe des trijumeaux, déjà. Dans le mythe des trijumeaux, en général... On y reviendra d'ailleurs parce que spécifiquement, on en parlait un peu avant l'émission, le mythe des trijumeaux est spécifiquement indo-européen. On le retrouve dans aucune autre tradition dans le monde. Je ne suis pas sûr, mais c'est surtout indo-européen. C'est surtout indo-européen. C'est très commode puisque avec Troyes, on a des correspondances aux 3 niveaux de la société. Oui, la trifonctionnalité voilà. Définie par Georges Dumézil. Quoi. Voilà. Alors la mère... Relevée par Georges Dumézil, plus que définie.
Enfin, décrites. C'est le premier Mise en forme, c'est le premier à les avoir décrites clairement, à l'avoir mis en valeur, avoir été évidemment mis en difficulté dans l'université française, persécuté pendant des années, et depuis sa mort, déformé par les universitaires officielles, je ne vais pas citer de nom, mais qui nous explique qu'en fait les Indo-Européens n'ont jamais existé, quoi, et que c'est un mythe créé par Georges Dumézil. Alors qu'il suffit de prendre Benveniste, le vocabulaire des vocabulaires des institutions indo-européennes ou d'autres ouvrages, mais enfin Benveniste et bon. Il y a les témoignages linguistiques, c'est évident. Voilà. Tout simplement. Mais enfin, c'est toute la nouvelle, toute la école du vivre ensemble et du lien social, évidemment, c'est de l'humour, qui fait disparaître ce genre de choses, puisque bien évidemment, nos terres sont des terres de migration, et qu'il n'y a aucune spécificité. Et on relève plutôt du bantoustan aujourd'hui qu'autre chose, donc il n'y a aucune différence. J'en prie, professeur, continuez spécifiquement justement sur le mythe du donc Graal, Perceval, revenons à Perceval. Le fils de la veuve. Alors, donc, la mère de Perceval est devenue une véritable antimilitariste. Elle a perdu son mari à la guerre, 2 fils, ça suffit, elle va élever son fils dans le désert. Et elle prend des précautions. Le désert, disons, dans la forêt galloise, elle prend des précautions pour qu'il n'y ait personne à lui parler de la vie chevaleresque. Mais le destin veille, et un beau jour, le jeune homme qui a été élevé comme un sauvageon et qui ne sait qu'une chose, lancer des javelots, rencontre des chevaliers dans la forêt, il les trouve si beaux qu'il les prend pour des anges. C'est la vocation qui s'éveille. Et il leur dit, il y a un dialogue très savoureux, vous êtes des anges et nous sommes des chevaliers. Je vais être chevalier aussi. Que faut-il faire pour être chevalier? Aller à la cour du roi Arthur. J'irai à la cour du roi Arthur. Il va voir sa mère, il dit, je m'en vais à la cour du roi Arthur. Elle s'évanouit, et lui ne se rend pas compte de ce qu'il fait, tellement il est passionné par sa vocation, il s'en va. Il arrive à la cour du roi Arthur, et puis là, il se fait distinguer par sa valeur, parce qu'il y a un colosse, le chevalier rouge, qui a lancé un défi au chevalier d'Arthur que personne n'ose relever. Eh bien, lui, il relève le défi, et il lance son javelot, et il tue le chevalier rouge, qu'il atteint à l'œil avec son javelot. Et puis, il prend même son armure, et puis il s'en va, comme cela. Et c'est ainsi que commence l'aventure de Perceval. Alors, j'abrège, mais un beau jour, ou plutôt un beau soir, il arrive près d'une rivière sur laquelle il y a, dans une barque, un pêcheur. Et il demande s'il pourrait trouver refuge pour la nuit. Alors, le pêcheur lui dit, ben oui, un peu plus loin, allez à cet endroit, il y a une roche fondue, vous allez pouvoir entrer dans une demeure. Et effectivement, il ne l'avait pas vu, mais tout d'un coup, lorsqu'il passe par la roche fondue, c'est un détail qu'on va retrouver dans le folklore, hein, c'est les simples gades transformés par Chrétien de Troyes, les rochers qui se heurtent, par lesquels doit passer le candidat à l'initiation. Et il trouve un château. Dans le château, il trouve le seigneur qui était dans la barque et qui le reçoit, c'est le roi pêcheur. Et le roi pêcheur le reçoit, il s'aperçoit qu'il est assis sur un lit. Le roi pêcheur le reçoit avec beaucoup de courtoisie et lui offre un repas. Et pendant le repas se passe quelque chose d'extraordinaire. Il y a une sorte de procession. Il y a une lance qui saigne, hein, qui est portée en cortège avec des cierges. Et il faudrait bien sûr demander ce qu'est cette lance qui saigne et pourquoi elle saigne. Mais il n'ose pas parce que c'est un petit sauvageon. Puis on lui a dit aussi de ne pas poser de questions. Et parce qu'on lui a dit de ne pas poser de questions, autrement, c'est pas poli. Donc, il ne pose pas les questions. Et puis, après cela, il voit une jeune fille porter un plat d'où émane une lumière éblouissante. Il faudrait demander ce qu'est ce plat, mais il ne pose pas de questions non plus. Et le cortège repasse et il ne pose pas de questions. Le repas s'achève. Le lendemain matin, quand il se réveille, le château est complètement vide. Et il a compris qu'il a commis une erreur, qu'il aurait dû poser des questions sur ce qu'il voyait. Et c'est ça l'énigme du Graal. Alors, à la sortie, il va trouver
une parente qui va lui dire tu as été chez le roi pêcheur, tu aurais dû poser des questions, tu ne les as pas posées, voilà, tu as commis une très grave erreur. Et il est vraiment en dépression, le pauvre Perceval. Et un jour, il finit par arriver à la cour du roi Arthur. Et là, il se croit à peu près tranquille. Et puis voilà qu'une demoiselle absolument horrible, la demoiselle hideuse, vient lui tenir à peu près le même discours que la cousine qu'il avait rencontrée à la sortie du château. Pourquoi n'as-tu pas posé les questions, misérable excommunié? Tu aurais dû poser les questions. Et Perceval se jure qu'il reviendra au château, qu'il posera les questions afin de savoir ce qu'est cette lance qui saigne et ce qu'est ce Graal. Et voilà, et grosso modo, c'est l'énigme du Graal parce que on ne sait pas ce que sont ces deux objets. Simplement, dans un épisode vers la fin de la partie qui a été conservée, un ermite dit à Perceval, à un membre de sa famille, que le Graal est une sainte chose, une très sainte chose. Si sainte chose est le Graal. Pourquoi ? Parce que il contient une hostie qu'on porte au père du roi pêcheur, et c'est cette seule hostie qui le maintient en vie. Alors après, il y a toute une partie Gauvin dont on ne voit pas très bien le rapport avec la partie Perceval. Qui est peut-être une agrégation d'autres mythes, d'autres contes. Voilà. Mais la manière dont vous le racontez, ce qu'il faut comprendre pour les auditeurs de Radio Courtille, c'est le succès de vente du Moyen-Âge, quoi. Ah oui. C'est le livre qui fascine les gens. Absolument. Alors que bon, vous le résumez, etc., on a beaucoup de mal à suivre, mais ce qu'on sent bien, c'est qu'en fait, l'histoire qui est racontée à plusieurs niveaux de lecture, oui. Et qu'en fait, la lance a son importance. Oui. C'est peut-être celle de Saint-Longin. Le roi pêcheur. L'assimilation a été faite. Voilà. Le roi pêcheur a une importance, le Graal a une importance, la parole perdue a une importance, etc., etc. Le fils de la veuve a une importance. Oui. Et tout ça, bon. Et en fait, c'est un roman à déchiffrer. Qui fait lui-même écho à des contes que se racontent les gens au coin du feu. Mais comme on peut retrouver, je pense, bon, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, il y en a peut-être eu dans le passé, mais je m'en souviens, mais exactement comme on peut faire une analyse des contes de Grimm, des contes de Perrault, ce genre de choses, qui font référence on peut dire, à l'inconscient collectif défini par Jung. Enfin, ça rappelle des choses très très anciennes. C'est d'origine folklorique, c'est évident. Voilà. Mais et ce folklore, en fait, remonte à la mythologie. À la mythologie. Parce que, pas toujours, mais une bonne partie des contes folkloriques sont des mythes désacralisés. Bien sûr. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ont été adoucis. Voilà. On le voit bien, par exemple, et sont encore adoucis aujourd'hui, ce qui fait qu'ils ont perdu, en fait, une grande partie de leur signification. Voilà. Par exemple, je dirais, juste, l'exemple type, c'est... les histoires d'ogres. Non, mais c'est... oui, l'ogre, par exemple, mais on retrouve dans Cendrillon, par exemple, où plus personne, il n'y a plus aucun livre où la version originale est imprimée, puisque la marâtre, on lui cloue des fers aux pieds, donc c'est un véritable supplice, et on la fouette pour qu'elle parte en courant, quoi. Et ça, les contes pour enfants, je peux vous dire, c'est pas inscrit dedans. Donc en fait, il y a eu... à partir du XVIIIe siècle, il y a 19e et 20e siècle, il y a un adoucissement. On peut dire altérations que la plupart des films par exemple de Walt Disney ont plus beaucoup de rapport avec la réalité. Non. Et donc ces mythes anciens déjà ont été réécrits. Et vous allez vous intéresser à l'expression le fils de la veuve. Oui, alors justement, je suis très heureux de voir que vous m'obligez à remonter aux origines. Parce que vous allez voir le chemin que j'ai parcouru sans savoir véritablement où j'allais. Parce qu'au point de départ, moi j'avais un objectif. D'où vient la légende de Perceval? Ça, bon, c'est tout. La franc-maçonnerie... Oui, vous êtes un professeur de lettres spécialiste du Moyen-Âge, histoire, littérature médiévale. Alors, j'avais ceci quand même d'original par rapport aux autres arthuriens, c'est que, connaissant un peu le breton à l'époque, depuis je l'ai étudié de façon plus approfondie, et
sachant qu'il existe des textes arthuriens très importants en gallois médiéval, j'ai appris le gallois moderne et le gallois médiéval. Ce qui n'est pas aussi extraordinaire qu'on pourrait le croire, parce que le gallois moderne, quand on le lit, il fait un peu peur. Oui. Il y a beaucoup de W et d'Y et de Oui. X. Et de H. Mais voilà. Mais au Moyen-Âge, il est beaucoup plus proche du breton. Et comme j'avais la base du breton, j'ai pu passer très facilement au grand élément, disons, indicateur pour ma recherche, qui est la version galloise de Pérédur. En réalité, ça se prononce Pérédir. Le perceval gallois s'appelle Pérédir. Et ce Pérédir, eh bien, il est du XIIIe siècle dans l'état actuel, mais le texte comporte des formes qui sont du XIIe. Donc il est certainement du XIIe siècle, et probablement, quant à la matière, antérieure au roman de Chrétien. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve le cortège, mais dans un contexte tout à fait différent. Il faut savoir que dans la version galloise, il y a une lance qui saigne, mais alors, vous savez, les Celtes, j'en suis un, les Celtes ne connaissent pas la mesure. Hein. C'est des torrents de sang qui coulent. Chez Chrétien, c'est une petite goutte qui coule de la pointe le long de la hampe. Mais alors, dans le texte gallois, c'est des torrents de sang qui coulent, n'est-ce pas? Et puis, dès qu'elle paraît, les gens qui se trouvent à la cour du roi, il s'appelle pas le roi pêcheur, mais ça correspond au roi pêcheur, le roi blessé, pousse des hurlements. Très intéressant pour comprendre. Ensuite, il y a bel et bien un Graal. Mais attention, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Le Graal, pour Chrétien, comme dans le texte gallois, ça n'est pas un calice, ça n'est pas un ciboire, c'est un plat. Point à la ligne. C'est un plat rond. Et dans le plat rond gallois, il y a une tête. Une tête ensanglantée. Et évidemment, quand la tête passe après la lance qui saigne, hurlement de l'assistance. Et oui, il faut bien insister pour les auditeurs, effectivement, ne vous rattachez pas à l'image du Graal. D'ailleurs, les éditions de Chiré ont publié récemment un ouvrage sur le Graal. Ça n'est pas du tout le Graal, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Dans le roman de la table ronde, pour être clair. Au point de départ, c'est absolument pas une espèce de calice. Non, c'est un plateau incurvé, enfin un plat. C'est pas un calice qui a servi au point de départ, à contenir le sang du Christ. Mais petit à petit, dans le cycle du Graal, c'est devenu un calice ou un ciboire. Au départ, il va y avoir une modification de l'objet en même temps qu'on christianise l'objet. Voilà, exactement. Indûment d'ailleurs, et c'est... Exactement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on s'attend à ce que Pérédur pose aussi des questions sur ce qu'il a vu. Mais il ne pose pas de questions. Donc il a des mésaventures. Alors, le reste de l'histoire ressemble assez à celle de Chrétien, sauf qu'il y a des épisodes qu'on ne retrouve pas chez Chrétien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, une cousine qui lui dit, tu sais, enfin, je simplifie, hein, je suis ta cousine, en fait, je suis ta, comment dirais-je, demi-sœur. Ta demi-sœur, sœur de lait. Oui, sœur de lait, voilà. Je suis ta sœur de lait. Et dans le Graal, il y avait la tête d'un parent à toi. On s'attendait à ce que... Enfin, j'ai le Graal. Dans le plat, le mot gallois, c'est desgil. Hein, du latin disculum, devenu en gallois desgil. Il y avait une tête d'un parent à toi, et puis la lance, goyou, c'est le même mot en gallois, la lance et le javelot, c'est la lance qui a blessé ton oncle le roi pêcheur. Vous avez dit la lance en gallois, c'est goyou. Avec un G G-W-A-Y-W. Ah oui, d'accord. Parce qu'en souabe ancien, un peu romanisé, c'est garum, c'est gari.
Ah. La lance. En trouvant un gueux. Oui, Ouais, on ouais, retrouve la même sonorité, la même. Enfin, pardonnez-moi, mais non, on est en swab et voilà. Oui, mais c'est intéressant. Avec des installations celtes. Oui, voilà. On peut faire des regroupements linguistiques. Bref, grosso modo, on s'aperçoit que ce qu'on attendait de Pérédur, c'est qu'ils disent simplement ceci. Pourquoi la lance saigne-t-elle ? On leur a répondu, parce qu'elle a blessé ton parent, le roi pécheur. Quelle est cette tête dans le Graal ? Alors on lui dit, on leur a dit, c'est celle de ton cousin. Les coupables, qui est coupable ? Ce sont, alors dans le texte actuel gallois, sont des sorcières, les sorcières de Kerloyu, c'est-à-dire en anglais d'aujourd'hui, Gloucester à la française, n'est-ce pas ? Bon, voilà. Donc c'était une histoire de vengeance. On attendait de lui simplement ceci, qu'il pose des questions et qu'il assume la vengeance. Voilà. Et là, c'est une piste extrêmement intéressante parce que d'autres chercheurs bien avant moi, notamment Roger Sherman Loomis, qui est celui à qui j'ai dédié mon ouvrage L'énigme du Graal, c'est un chercheur américain, Loomis et d'autres avant lui, à la fin du 19e siècle, avaient dit, mais à l'origine du cycle du Graal, il y a deux versions, il y a deux archétypes. L'un, qui est la recherche d'objets mystérieux, donc un récit christianisé, et l'autre, un récit de vengeance. Il y a deux archétypes. Voilà. Avec des constantes, c'est qu'il y a toujours quelque chose de caché. Le fils de la veuve venge la mort de son père. Voilà, c'est ça. Mais en France, on connaît la version christianisée. Voilà. C'est celle-là qui est diffusée. On ne connaît pas la version de la vengeance. Voilà. En fait, ça devient la quête du Graal. Voilà, vous avez parfaitement défini la chose. Alors, mon originalité a consisté en ceci. C'est pourquoi, souvent, j'aime à reproduire un passage de Bernard de Chartres, n'est-ce pas, un théologien du XIIe siècle, qui disait « Nous sommes des nains montés sur les épaules des géants ». Et grâce à cela, nous voyons plus loin qu'eux. Pardonnez-moi, monsieur le professeur, mais aujourd'hui, quand je vois la composition du gouvernement, je suis absolument convaincu que nous sommes des géants sur les épaules de nains. Alors, on va compagner... Vous êtes un mal-pensant. Ça passe très vite, donc on va se recentrer sur, justement, le fils de la veuve. Alors, justement, j'y viens, parce que tout est parti de là. J'ai repris la théorie de Loomis en disant, mais il n'y a pas toujours eu deux archétypes. À un moment donné, il n'y en avait qu'un. Lequel était le premier ? D'après moi, c'est l'archétype de la vengeance. Si on place en amont du roman de Chrétien III un récit où on voit une lance qui saigne, une tête dans un plat, des questions à poser sur ces objets, questions qui ne sont pas posées. Parce qu'il est interdit de les poser, que l'objet est caché. Et qui seront posées à la fin, et la vengeance pourra être accomplie. Vengeance contre les ennemis du roi pécheur et contre celui dont la tête est portée dans le Graal. Eh bien, si on a cet archétype que j'appelais l'archétype A en amont, on comprend que Chrétien III ou quelqu'un ait voulu éliminer ce thème sanglant. Pour les auditeurs de la radio Courtoisie, on peut dire que l'archétype, c'est un peu le squelette, quoi. On peut éliminer le récit le plus ancien. Tous les rajouts, les scories, voilà. Mais c'est ce qui donne un prix et que vous allez ensuite essayer de retrouver ailleurs. C'est le récit le plus ancien. Donc, un sur la vengeance, qui, remanié par Chrétien III probablement, ou peut-être par quelqu'un avant lui, devient l'extraordinaire roman de Chrétien. Parce que finalement, l'histoire de le défilé sanglant, c'est un peu banal. Mais alors, supprimer cette idée de vengeance et ne pas dire la fin, alors ça c'était absolument génial. Peut-être qu'il a fait exprès de ne pas finir ce roman d'ailleurs. Qui sait ? Qui sait, hein ? Enfin, en tout cas, voilà quelle a été ma théorie. Et à partir de là, eh bien, je suis allé voir dans les mythes celtiques, d'ailleurs j'avais été voir un peu avant parce que je n'étais pas le premier, hein, j'avais ma petite idée, s'il n'y aurait pas eu une idée, un thème de la vengeance dans les mythes celtiques. Et effectivement, je l'ai trouvé. Hein. Je trouve toujours le fils d'une veuve qui venge la mort de son père. Alors, l'exemple le plus convaincant, on le trouve en Irlande, c'est le mythe de Balor. Et là, on retrouve les Indo-Européens tout de suite, n'est-ce pas ? Balor, c'est un monstre qui n'a qu'un œil,
C'est donc un cyclope terrifiant. Il a une très jolie fille, qui s'appelle Aithné. On peut faire le rapprochement avec Athéna, et ce ne serait pas une erreur, à mon avis. À mon avis aussi. Voilà. Il a donc une très jolie fille, Aithné, mais il ne veut pas que sa fille se marie, parce qu'un oracle dit que le jour où elle se mariera, il mourra de la main de ses petits-enfants. Donc, il prend une solution radicale, il l'enferme dans une tour. Alors, mais non loin de là, parce que ça se passe dans une île, sur le continent, il y a 3 frères. Il y a un qui est forgeron, Goibniu. On rapprochera de Goff en breton, le forgeron, de Goff. Et puis, il y a McKinley. C'est un récit qui a été recueilli dans le folklore au XVIIIe siècle, mais qui est tout à fait archaïque, au XVIIIe ou au XIXe siècle. Il y a McKinley, qui lui est un guerrier. Et puis, il y a Mac Samen, qui lui, on ne sait pas ce qu'il est, mais quand on va chercher en Iran, on retrouve le même récit et on s'aperçoit que c'est un prêtre. Ouais, d'accord. Donc on retrouve de la trifonctionnalité indo-européenne. Voilà. Exactement, on est en plein. On est en plein. Donc, pour dire que, en fait, ces histoires ont un fondement très archaïque, remontant au... On va peut-être pas dire au... Oui, il y a quand même un côté sacral religieux très important, très ancien. Bien avant l'ère chrétienne. Voilà, je vais mettre à l'aise le professeur Lozarmer. Mais je crois qu'il est à l'aise. Hein. Oui, mais non, peut-être pas sur ce que je vais dire. Autant vous semblez, Emmanuel Ratier, incliné pour du jungien, moi j'inclinerais plutôt pour une hypothèse qui est très très mal vue aujourd'hui et quasi indicible pour parler comme les modernes, certains modernes. C'est que peut-être y a-t-il une civilisation unique à l'origine qui a vécu un certain nombre d'événements historiques, lesquels après une dispersion sont devenus des contes, des mythes, ont été racontés, altérés, tout en conservant des fonds véritables. Ce que vous avez illustré, mais dont on trouve des illustrations partout, ce qui a obligé des gens comme Jung, mais pas seulement lui, à justement trouver une espèce d'explication d'inconscient collectif pour légitimer tout cela, en fait pourrait avoir une origine beaucoup plus simple. L'origine, tout simplement, humaine, d'une dispersion, d'une civilisation commune, qui a vécu des événements ensemble, mais qui, par la dispersion, ont altéré les récits. C'est la théorie du diffusionnisme. Mais bon, mais il y a plusieurs théories, et là, bon, honnêtement, c'est pas le sujet de l'émission. Mais non, alors... donc, on va en c'est pas le sujet, mais c'était intéressant. On revient tout de suite à Perceval, je vous rassure. Simplement, ce que je vous dirais, c'est que le meurtrier dans la version galloise, dans la version irlandaise, il n'a qu'un œil, mais dans la version iranienne, c'est un tricéphale, c'est un monstre à 3 têtes. Il ne veut pas que sa fille se marie. Bon, alors, il y a 3 frères, comme je vous ai présenté. Bon, il y a le beau, il y a le Superman, n'est-ce pas ? Il va entrer dans la tour, c'est le guerrier. Il va séduire la jolie princesse. Elle va avoir 3 enfants. Ils vont vivre heureux, mais pas très longtemps, parce que le papa, furieux, découvre que sa fille a 3 enfants. Alors, il décide de les noyer. Il va pas souvent voir sa fille. Hein. Non. En plus, on ne sait pas si c'est des trijumeaux ou... on ne sait pas. C'est vrai. Enfin, en tout cas, toujours est-il qu'il se retourne contre les petits-enfants, parce qu'il a peur d'eux, et aussi contre le séducteur. Il tue le séducteur, il le décapite, et le sang tache la pierre sur laquelle il a été décapité. Et des 3 enfants, il y en a un seul qui survit, et il va contempler le sang souvent dans la pierre pour se rappeler le meurtre qui a été commis contre son père. Et puis, un beau jour, eh bien, il se fait apprenti chez son oncle, le forgeron. Et puis, Balor vient à la forge, voir comment travaille l'oncle, lui demander des armes. Et à ce moment-là, le fils de la veuve, le survivant des trijumeaux, s'élance contre lui et lui enfonce dans l'œil une barre de fer chauffée à blanc. Et il le tue. Et comment Perceval tue-t-il le chevalier rouge ?
De la même manière. Voilà. Donc, nous avons là l'origine de l'histoire de Perceval, une origine mythologique, et nous avons là une histoire de fils de la veuve qui venge la mort de son père. Alors, tout est parti de là, voilà. Alors, je rappelle, chers amis auditeurs, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française, et je reçois donc ce soir, en première partie, le professeur Jean-Claude Le Zacmer, spécialiste de littérature médiévale, on peut dire plutôt celtique, pour son ouvrage « Les origines occultistes de la franc-maçonnerie, recherche une religion d'État », qui vient de sortir aux éditions des Cimes. Et je rappelle qu'il a signé un certain nombre d'autres ouvrages extrêmement érudits et de grande qualité, d'autres sur la franc-maçonnerie, donc de la gnose au Graal, également aux éditions des Sites, et Fils de la Veuve, recherche et l'ésotérisme maçonnique aux éditions de Chury. On prendra d'ailleurs, si vous permettez, l'édition de 2000 pour le Fils de la Veuve, qui a été considérablement augmentée par le professeur Le Zacmer et qui est préférable à son édition d'origine. Ouais. Oui, c'est... Et je rappelle aux éditions de Chiré. Et donc je reçois Pierre Stader qui est avec moi, spécialiste de la franc-maçonnerie. Donc maintenant il faut quand même, parce qu'on a déjà... On avance. Il faut qu'on arrive à la franc-maçonnerie. Voilà, il faut qu'on arrive à la franc-maçonnerie. Parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui se disent, mais quel est le rapport ? Alors j'ai reçu d'ailleurs un certain nombre de questions, et on ne peut pas encore lire ces questions parce qu'elles sont en fait sans rapport avec ce que vous nous avez dit, mais on les abordera en deuxième partie d'émission. Voilà. Donc je vous en prie, reprenons sur le Fils de la Veuve. Alors, pour faire bref maintenant, j'avais donc un mythe. Avait-il un sens caché ? Et tout est parti de là, parce que, bien sûr, je me suis mis à lire René Guénon. Je ne suis pas un guénonien d'origine, ni même maintenant d'ailleurs. Roger Guénon étant un maçon, il n'est pas dans mes papiers. Mais tout de même, il a dit des choses extrêmement intéressantes. Et non seulement cela, mais j'ai vu que lorsqu'il parlait des mythes, et lorsqu'il disait que les mythes étaient des paraboles qui avaient un sens, étaient en quelque sorte des paraboles un peu adaptées, ayant un sens caché, connu des seuls initiés, il avait raison. Bien sûr. Parce que dans certaines de mes versions, eh bien, il y avait des éléments vraiment symboliques. Par exemple, en Irlande, dans une version donc irlandaise, le héros découvre qu'il est en face du meurtrier de son père à partir du moment où il a goûté au saumon de la connaissance. Alors, ça y est, oui, c'est un des chapitres que vous reprenez à plusieurs reprises dans vos ouvrages, en développant sur le saumon de la connaissance. Et je pense que ça mériterait de développer un peu sur le saumon de la connaissance. Et qui fait l'objet d'une de vos dernières annexes dans le livre, justement, Les origines occultistes de la franc-maçonnerie. Annexe qui est très ramassée et que je conseille aux lecteurs de lire, tellement vous l'avez clarifiée et rendue parfaitement compréhensible. Oui, mais c'est une question d'économie aussi, parce que si j'avais mis toutes les versions sur lesquelles j'ai travaillé au fur et à mesure que le temps passait, ça aurait fait un livre trop gros, et je sais que l'édition ne se porte pas très bien en France. Donc, je renvoie Les cerveaux non plus, monsieur le professeur. Je renvoie les curieux à mon livre de la gnose au Graal, où l'on trouvera toutes les versions. Il y en a 53. Oui, mais il faut reconnaître que c'est un livre important, mais un livre de spécialiste. Oui, mais pour les curieux... Oui. Mais je pense qu'il vaut mieux aborder. Je sais que vous avez sorti Les origines occultistes de la franc-maçonnerie. Et petit à petit, peut-être acheter les autres. Mais voilà, je suis arrivé à la franc-maçonnerie, mais en descendant de là où j'étais arrivé. C'était une application. Parce que je me suis dit, mais que veut dire ce mythe, finalement, ce mythe du fils de la veuve ? Eh bien, si c'est une parabole, il y a une doctrine cachée. Et j'ai proposé la doctrine. Et je me suis dit, le fils de la veuve, c'est l'initié. Il symbolise l'initié, ou le candidat à l'initiation. Voilà. Qui, longtemps, n'a pas le droit de poser de questions. Voilà. Et le meurtrier, qui dans certaines versions est un étrine, oui, il a 3 têtes en Iran. Le meurtrier, c'est un dieu, mais ça doit être un dieu mauvais dans la perspective de la mythologie indo-européenne. Bon. Le père, c'est un dieu bon. Mais en fait, ce dieu bon,
apparemment, chez les Indo-Européens, il est 1 et 3 aussi. Puisque dans la version irlandaise, il y a le père du héros, le guerrier, qui se fait tuer, qui se fait décapiter. Mais il a un frère forgeron et il a un frère qui est prêtre. Bon. Ce qui correspond à l'ermite dans le roman de Chrétien de Troyes, n'est-ce pas? Bon. Et du coup, je décrypte de la façon suivante. Le dieu mauvais avait en sa possession la connaissance, sa fille. Il ne voulait pas que cette connaissance passe aux hommes, de peur que, devenant eux-mêmes des dieux, ils ne l'éliminent. Donc il retient la connaissance pour lui. Mais un Dieu bon, entre guillemets, attention, parce qu'ici, tout est inversé. Alors, quand je parle de bon et de mauvais, les braves gens se disent, bon, le bon, c'est celui qui est bon pour moi. Mais non, tout est inversé, c'est une inversion absolument complète. Hein. Donc, le Dieu bon, il est représenté par 3 personnages. Il est victime du Dieu mauvais, qui, prenant peur de ce qu'une nouvelle humanité ayant la connaissance a fait son apparition, décide de l'éliminer, et devinez comment? En la noyant. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Bon. Nous avons parfaitement compris. Autrement dit, nous avons là une Bible inversée. Hein? Et du coup, nous comprenons que le héros qui représente l'initié des origines et l'initié de tous les temps doit découvrir ce récit des origines et s'engager à lutter contre le Dieu mauvais, entre guillemets, en travaillant à acquérir la connaissance. Voilà. Eh bien, c'est le secret de l'initiation. Bien sûr. En travaillant à détruire et à détruire, à continuer de détruire, s'il est possible de le faire, le Dieu mauvais et ses œuvres. Voilà. Systématiquement, ad vitam aeternam. Voilà. Alors le Dieu mauvais ici correspond au Dieu de la Bible, qui est présenté comme un tyran. Mm-hmm. Et je crois que je l'ai mis dans une des notes de mon livre, ça c'est typiquement diabolique. Diable vient du grec diabalein, qui veut dire calomnier. C'est le calomniateur. Et c'est ça le mystère d'iniquité. Le mystère d'iniquité, c'est cette religion secrète qui s'est transmise au cours des millénaires. Des cas, hein. Voilà. Et qui présente le Dieu, le Dieu des chrétiens comme un monstre de méchanceté. Jaloux de ses connaissances. Voilà. Alors que le récit de la Genèse ne parle bien que d'un seul arbre parmi une foule d'arbres. Exactement. Qui est quoi? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout à fait juste. Or, oui. On sait que, je ne veux pas anticiper, je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais les 7 dons du Saint-Esprit, moi je me souviens qu'on m'avait appris ça comme ça. On m'avait dit, la sagesse unit, l'intelligence distingue, le conseil choisit ce qui est distingué, la force maintient la cohésion entre les parties, la piété relie, la science explique, et la crainte se rapporte à la mort qui décompose. Mais qui décompose pour aller au ciel, pour faire son salut. Et on est dans un rapport extrêmement intéressant relativement à ce que vous dites, cette inversion systématique, diabolique, calomniatrice du Dieu créateur qui va aimer sa créature jusqu'à s'incarner, voilà, oui. mourir comme le dernier des chiens, oui. Afin d'assurer son salut, malgré toutes ces trahisons, au gré de... Voilà. Et qui n'avait interdit, en fait, dans le jardin d'Éden, qu'un seul arbre. Pourquoi ? Parce que tout était à profusion, y compris les connaissances scientifiques, les connaissances de la force, dans ce jardin. Voilà. Alors, excusez-moi, on va en revenir parce que je ne veux pas qu'on... Nous avons le secret... Eh bien, écoutez, nous y sommes. Mais c'est le secret de la maçonnerie. C'est le secret de la franc-maçonnerie. Oui, mais donc, ce que je voudrais, c'est que... Non, mais je ne voudrais pas qu'on dévie
même parce que je pense qu'on peut interpréter ce qui est écrit ici. J'aimerais d'ailleurs avoir votre avis, je vous poserai des questions là-dessus. En fait, vous expliquez que c'est la lutte, en fait, des religions polythéistes face au monothéisme, clairement. C'est la religion païenne face au christianisme. Ah non, je ne présenterai pas les choses comme ça. Bah, Pour moi, non, le polythéisme. Non, mais attendez. Le polythéisme, c'est une déviation, d'après les choses que j'ai lues. C'est une déviation, le polythéisme, du dualisme des initiés. Pour eux, il y a deux dieux, un bon, un méchant. Et tout est parti de là. Alors ensuite, ça s'est modifié parce on le que... trouve aussi dans le monothéisme, puisque d'un côté il y a Dieu, de l'autre côté il y a Satan. Oui, mais il y a aussi, permettez-moi, il y a aussi une conception de Dieu. Excusez-moi, pour moi, c'est moi qui dirige l'émission, donc je voudrais continuer à la diriger et vous donner la parole entre les deux. Non, c'est pas possible qu'on m'enlève la parole, je suis désolé. Bon, donc ce que je voudrais qu'on continue sur cette histoire, c'est... Vous y êtes... Parce que l'heure tourne et il va plus nous rester, puis il faut que je lise les questions. Donc on va pas aborder suffisamment de choses, donc faut se recentrer là-dessus. Donc, vous découvrez qu'en fait, derrière ce mythe de chrétien de Troyes, en fait, il y a une filiation avec la franc-maçonnerie, clairement. Oui. Bon, et vous allez la chercher ensuite, vous faites une série... Donc, dans les origines occultistes de la franc-maçonnerie, mais également dans Fils de la Veuve, vous faites une série de petits chapitres, je dirais, qui sont très clairs, justement, vous étudiez un certain nombre d'autres choses. Donc, je dis, par exemple, la gnose transhistorique, le compagnonnage, le culte d'Osiris, le culte du Mitra, l'alchimie, etc. Et vous montrez toutes les rapports qui veulent exister avec votre thème d'origine. Oui. Et justement, il m'a semblé qu'un des exemples pour les auditeurs de Radio Courtesy, parce qu'il ne faut pas non plus tout leur dévoiler. Si vous leur dites tout, ils n'achèteront pas votre livre. Donc, je pense qu'il y a un des éléments que vous pourriez, qui est facile à développer au micro, parce qu'on n'a pas si vous voulez, on ne peut pas lire les textes que vous avez ou d'autres choses. Bon, c'est le mitraïsme. Oui. Donc on découvre qu'il y a des analogies, je pense que des gens ont pu même moi je l'avais remarqué, il y a des analogies très nettes entre le culte de Mitra et la franc-maçonnerie qui est apparue au XVIIIe siècle. Oui. Voilà. Oui. Donc je voudrais que vous développiez un peu là-dessus, parce que vous l'illustrez avec un certain nombre il y a un certain nombre d'illustrations qui sont très parlantes et qui correspondent absolument pas aux histoires, je dirais, officielles de la franc-maçonnerie, publié par, on peut dire, les maçonnologues, puisque c'est un terme qui est employé aujourd'hui, puisqu'il y a des doctorats de maçonnologie, qui soient francs-maçons ou pas. Oui. Et personne n'aborde ce genre de questions comme les rapports entre Mitra et la franc-maçonnerie. Pourtant, Voilà. les documents iconographiques sont très parlants, comme vous l'avez vu. Oui. Donc j'aurais aimé vous... Parce qu'on ne va pas parler de l'alchimie, on parlera, si on a le temps, un peu de la Kabbale, mais j'aurais voulu que vous développiez un petit peu sur les rapports entre Mitra et la franc-maçonnerie. Est-ce que vous pensez que... Enfin, pour être très clair, est-ce que vous pensez que le mitraïsme... Enfin, la franc-maçonnerie est en partie héritée du mitraïsme ? Oui, mais à mon avis, c'est dû à l'intervention d'érudits. Il n'y a pas eu, à mon avis, de transmission du mitraïsme depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. En fait, vous pensez qu'il y a une espèce de gnose traditionnelle ? Oui, mais je pense que l'élément véritablement ancien dans la franc-maçonnerie, c'est le compagnonnage. Et là-dessus, on a greffé artificiellement, mais habilement, des choses extrêmement intéressantes. Dans le culte de Mitra, disons qu'on retrouve... Parce que ce qui est sidérant dans le culte de Mitra, vous avez le bonnet phrygien, vous avez l'initié qui, comme dans la franc-maçonnerie, est ni nu, ou ni vêtu, ni nu, ni vêtu, et à qui a moitié. les yeux bandés. Voilà. Ça se déroule sous terre. Il y a une voûte étoilée au-dessus de lui qu'on retrouve dans le... Et il y a 2 colonnes. Voilà, il y a toute une série... Il y a des degrés, oui. Puisqu'il y a, je crois, il y a 7 degrés d'initiation. Vous les citez, on va pas les reprendre, mais etc. Il y a une symbolique du serpent. Oui. d'Ouroboros. Il y a une symbolique du sang. Enfin, puisqu'il y a le sacrifice du taureau. Oui.
avec le dieu mauvais et le dieu bon aussi, Oui. puisque le sacrifice du taureau va permettre la régénération de la terre. Oui, et puis sur... Et le scorpion et le serpent essayent d'empêcher... Et le chien. Et le Ils chien... sont à 3. Voilà, ils sont à 3. Comme il y a 3 meurtriers d'Iram. Donc il y a une énorme... Enfin, il y a des éléments qui sont très précis. On n'a pas réussi à avoir les textes du mitraïsme parce que c'était... On n'a que des images. Mais on a beaucoup d'images. Enfin, on a beaucoup. un certain nombre d'images. Ah, oui. Je pense à San Clemente ou Oui, absolument. au temple de Mitra qui se trouve à Ostie. Enfin, il y avait énormément. Ça se pratiquait en petits groupes. C'est Oui. pas une religion de masse qui concerne que des hommes. Oui. Les femmes en sont exclues. Et les groupes doivent jamais dépasser 30 ou 40. Exactement. Ce qui est l'exemple même. Et ils se réunissent régulièrement. Ils ont un repas. Enfin, il y a toute une série de choses qui rappellent énormément les loges maçonniques. Oui, absolument. Or, enfin, je sais pas, à ma connaissance, j'ai jamais lu d'ouvrage écrit par un franc-maçon, un anti-maçon, enfin des gens qui s'intéressent à la maçonnerie, en disant qu'on retrouve tous ces éléments dans le culte de Mitra. Ben, moi, je les ai retrouvés, je les ai indiqués, mais je n'ose pas aller plus loin que les éléments dont je dispose. Hein. Mais à mon avis, celui qui a procédé à la greffe sur le vieux tronc du compagnonnage, c'est quelqu'un qui, comme moi, croyait à l'existence d'une gnose transhistorique représentée par plusieurs cultes différents. Alors pourquoi est-ce que vous dites, justement, pourquoi est-ce que vous dites que pour vous, je vais pas dire la filiation directe, mais la branche essentielle, c'est le compagnonnage, alors que moi, j'aurais plutôt pensé que c'était le kabbalisme. C'est vrai que la Kabbale est très ancienne. Mais je pense que la Kabbale est venue, elle aussi, se greffer sur le compagnonnage. Je pense. Mais la Kabbale est ancienne, mais j'explique aussi simplement que possible comment elle s'est formée. J'ai essayé d'être simple, comme vous l'avez vu, mais ce sont des questions très complexes. Mais en réalité, dans toutes ces composantes, ce qui est important, c'est de voir l'idéal de société proposé par les figures de proue de la Kabbale. Et ça fait peur. Ça fait vraiment peur, parce que... Si on pense à un Campanella, par exemple, voilà, c'est je effrayant. pense qu'il y a deux kabbales. Je crois qu'il faut que vous l'expliquiez, peut-être Pierre Stader ou Jean-Claude Lozachmer. Il y a deux kabbales. Alors moi, je me suis fondé essentiellement sur les écrits du chevalier Drac, ou Drach, si l'on veut, qui était un rabbin converti. Grand rabbin de Strasbourg, au début du 19e siècle. Talmudiste de haute volée, érudit. Qui a écrit un ouvrage philologue, qui s'appelle de l'harmonie. Qui a écrit un ouvrage en 2 volumes que cite abondamment le professeur Lozachmer, qui s'appelle De l'harmonie entre l'Église et la synagogue. Voilà, absolument. Et on peut dire que c'est le dernier grand rabbin converti au catholicisme. Non, mais aussi érudit que lui. Ah oui. C'est le seul à avoir. Il est extraordinaire. Oui. C'est le seul il est absolument extraordinaire. Son ouvrage est absolument essentiel pour comprendre la Kabbale. Alors je dis pour les auditeurs de Radio Courtésie, cet livre, en fait, est édité à la demande. Oui. Donc on peut le trouver sur ces éditions sur Internet. Je sais plus, mais c'est un livre qui est tiré donc on peut le trouver. Il coûte assez cher, mais c'est vraiment un ouvrage essentiel. Et pour moi, c'est l'ouvrage le plus accessible, parce que la plupart des ouvrages sur la Kabbale, en fait, ont été écrits. Été écrits soit par des rabbins, soit par des érudits israélites. Et en général, sont écrits en hébreu et sont absolument, sauf à connaître l'hébreu, ils sont inaccessibles aux chercheurs classiques. Or, Drac, il est peut-être difficile, mais on peut le lire en français. On peut le lire, oui. C'est accessible, mais ça reste quand même un ouvrage qui n'est pas il faut savoir les choses. Je crois que le professeur Lozachmer voulait le dire, on peut le dire, ça ne sera pas pour les jeunes élèves de 2016 qui n'apprendront ni le latin, ni le grec, ni l'hébreu. Voilà, oui, je vous remercie d'en parler. J'en glisse 2 mots en passant. Si j'ai trouvé ce que j'ai trouvé, c'est parce que j'ai reçu une formation classique. Le grec et le latin, excusez-moi. J'ai appris le grec et le latin, et puis bien d'autres choses après. Mais lorsque j'entends dire que le grec et le latin vont disparaître complètement de l'enseignement français, je suis effondré, je suis terrifié et je suis révolté. Notre président s'indigne lorsque l'on fait sauter
des statues de Bouddha. Bon, on ne peut que l'approuver. Mais lui, il fait pire. Parce que, en empêchant les jeunes d'accéder aux origines de notre histoire, il est en train de couper des générations entières de leurs racines. Et ça, c'est très habile. Parce que la société que nous... Et on revient à la franc-maçonnerie et à la Kabbale. La société que prépare Campanella, le kabbaliste sur la Kabbale, est la grande composante active de la franc-maçonnerie. La société que Campanella ne prépare dans la Cité du Soleil, c'est une société communiste où il n'y aura plus de mariage, où il y aura l'eugénisme, l'euthanasie, où les religions et les patries auront disparu pour être fondues dans une religion noachide. C'est absolument terrifiant ce que la franc-maçonnerie nous prépare. À partir si on accepte mon raisonnement, à savoir que si le tout est la somme des parties, si la franc-maçonnerie est la somme des 7 composantes que j'ai décrites, eh bien, ce qu'on nous prépare, c'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ça, c'est l'hypothèse optimiste. Et la pessimiste, c'est 1984 de George Orwell. Mais c'est vers là que nous allons. Alors, pour en revenir à votre ouvrage, vous insistiez donc bien sur, on peut en parler pendant quelques minutes, vous pensez que le côté le plus opératif, c'est en fait le compagnonnage? C'est parti de là. C'est parti de là. À l'origine, c'était opératif. Bon. Et puis, des érudits se sont infiltrés dans les loges opératives. Pourquoi ? Parce que je pense que là, René Guénon a raison. Il voulait trouver quelque chose d'authentique, remontant à un passé immémorial, c'est-à-dire des cérémonies, des sacrements, entre guillemets, n'est-ce pas, venant de la tradition primordiale, entre guillemets. Et ils se sont dit, ça c'est très ancien, on va y entrer, et puis on va transformer ça, et à partir de là, on va transformer la société. Et c'est devenu spéculatif. Alors là-dessus est venu se greffer la Kabbale, qui est un élément moteur, et puis bien d'autres éléments dus à des érudits. Mais oui, je pense que les choses se sont passées comme ça. Alors, il y a une question que j'aurais vous poser, parce que je ne voudrais pas qu'on l'aborde en fin d'émission. C'est quelle a été la réception de vos ouvrages? Ceux-là. Oui, oui. Dans vos ouvrages, en fait, sur les origines, les buts et l'objectif et le mythe originel de la franc-maçonnerie. Parce qu'on pourrait dire que, par exemple, est-ce que vous avez eu des problèmes, mettons des pressions, dans le cadre de l'éducation du ministère de l'Enseignement supérieur? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, je raconte une petite anecdote dans mon livre. Lorsque j'étais jeune alors, je n'avais que 50 ans, j'ai fait une conférence dans mon université sur les origines initiatiques de la franc-maçonnerie. Et avant la conférence, je suis passé par la salle du courrier. Et là, j'ai trouvé griffonné sur une enveloppe qui m'était adressée « Les initiés auront ta peau ». Alors, je suis allé faire ma conférence. J'ai montré aux étudiants, l'amphi était plein. « Regardez ce que je viens de trouver. S'il m'arrive quelque chose, vous saurez d'où ça vient. » Éclat de rire. Bon, je pense que c'était un maçon un peu agacé, hein, de voir qu'il y avait un universitaire qui avait compris que derrière les révolutions et la révolution, il y a un mouvement gnostique et que l'on manipule les masses par les idéologies pour les conduire où l'on veut. Et les conduire où ? À un régime totalitaire. Alors, l'autre élément, c'est plutôt... Je voulais savoir si vous aviez eu des problèmes dans ce cadre-là, mais surtout, quelle a été la réception de vos livres, je dirais, de la part de la franc-maçonnerie ?
Parce que, ou de gens qui s'intéressent à la maçonnerie, ce qu'on appelle, je disais au début, les maçonnologues, il y en a qui sont pas francs-maçons, parce que vous développez des thèses qui sont vraiment nouvelles. Oui. Donc je me dis, est-ce que ça a été le silence? Est-ce qu'il y a par exemple, est-ce que vous avez des érudits francs-maçons? Il y en a, hein, il y a des revues qui parlent. Est-ce qu'on a discuté de le contenu de vos ouvrages, ou est-ce qu'il y a des gens qui vous ont écrit en disant il faudrait poursuivre dans telle direction, c'est intéressant? Du tout. Non, j'ai eu des collègues maçons dans l'université, mais ça a été le silence, sauf de la part d'un haut initié qui n'était pas maçon, et dont je parle, et qui m'a dit, moi j'appartiens à telle branche, voilà, mais pas maçon. Voulez-vous être maçon? Si vous voulez, je vous ferai entrer dans telle obédience. Alors je lui ai répondu, non, je ne peux pas, je suis catholique. Alors il s'est un petit peu énervé, et il m'a dit, eh bien, mon cher ami, c'est dommage, vous avez choisi le mauvais Dieu. Voilà. Parce que pour eux... C'est que FD. Voilà. Bon, alors... Et là, j'étais vraiment sur la bonne piste. Donc vos livres n'ont pas été discutés du tout? Vous n'avez pas eu de critiques en disant c'est n'importe quoi, ou en disant ça ouvre des opinions? Si, alors, si de temps en temps, quand même, sur Internet, on trouve des petites critiques en disant oui, à tel endroit, il a cité tel texte, mais en fait, le texte n'est pas authentique. C'est le texte où, je crois que c'est Pike, un initié américain. C'est la technique du pile-poule. On va vous embêter sur un micro-détail. Voilà. Oui, c'est le patron des juridictions du Sud aux États-Unis. Voilà, alors un texte qui lui a été attribué dans lequel il disait il y a deux dieux, un bon, un mauvais, etc. C'est tout ce que je... Bon, il a beaucoup... Pike a énormément écrit. Or, en fait, c'est un texte apocryphe. Bon, alors donc, je ne l'ai pas repris dans ma deuxième version, mais j'ai cité le philosophe Saint-Martin, franc-maçon, érudit, etc. Louis-Claude. Voilà, où il dit, bien voilà... je ne peux pas vous dire quel est le Dieu que nous adorons, parce que si je prononçais son nom, personne n'ajouterait foi à mes paroles. Bon, je crois que c'est assez clair. Voilà. Non, il n'y a pas eu, à part ça, vraiment de réaction. Je pense qu'ils ont intérêt à faire le gros dos, et que si ils bougeaient, ça ferait de la publicité. Alors, vous savez, il est de tradition, donc il faut que je lise un certain nombre de messages, donc vous pourrez y répondre. On a eu... alors, il y a un certain nombre de messages qui recoupent, parce qu'en fait, ce que vous avez dit... Alors, vous pouvez y répondre à mesure, ou répondre ensuite, ou pas y répondre, à certains. Ne pensez-vous pas que notre société actuelle est un mélange du meilleur des mondes au niveau social... On ne va pas dire au niveau sociétal, on dirait peut-être plutôt moral. Et 1984, quant à la surveillance. Bon, et justement, on parlait un peu du meilleur des mondes. On y va tout droit. Mais c'est évident. Nous y sommes. Nous y sommes. Mais alors cela se fait par petits pas. C'est ça qui est grave, voyez-vous, c'est grave. Nous perdons nos libertés, on nous surveille. Et surtout, on fait passer des lois qui préparent cette société de demain où il n'y aura plus de mariage, plus d'union stable. Et je ne suis même pas sûr... Non, mais l'objectif étant l'androgynie, c'est l'indifférenciation sexuelle. Il n'y a plus ni homme ni femme. Vous savez, c'est un des objectifs. Non, vous savez que dans le meilleur des mondes, il y a 3 sexes. Il y a les hommes, les femmes et les neutres. Et on revient aux problématiques maçonnico-ésotéristes. Absolument. L'homme est mâle et femelle. Je vous laisse la parole, mais on est au cœur du sujet. Non. Vous définissez très bien la chose. Nous sommes en grand danger, malheureusement. Comme il n'y a que votre tendance, notre tendance, qui attaque ces choses, nous sommes, avant même d'ouvrir la bouche, nous sommes disqualifiés. Nous sommes les seuls vrais défenseurs de la liberté et des libertés. Alors, un monsieur nous écrit, vous dites que le sacrifice... Enfin, c'est moi d'ailleurs qui l'ai dit. Vous dites que le sacrifice du taureau symbolise la régénération de la Terre. Y a-t-il un lien avec la tauromachie et la position de la franc-maçonnerie par rapport à la tauromachie? Alors, je vais peut-être y répondre. Répondez. Mais, ce qui est vrai, le sacrifice du taureau, c'est évident. Les ouvrages qui sont parus sur le culte de Mitra expliquent que, quand même, le fondement même est le sacrifice du taureau qui est représenté sur la stèle du petit autel des célébrations à comment ça s'appelle, à San Clemente. Il y a encore la fosse sur laquelle il y avait un lit de bois sur lequel était sacrifié le taureau, ce genre de choses. Mais
donc on le sait, en même temps, l'exécutant détourne la tête. Enfin, il y a toute une série de symboliques qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie, puisqu'il détourne le regard en l'égorgeant à un endroit bien précis, etc. Bon, il n'y a strictement aucun lien avec la tauromachie. Et d'après ce que je sais, la franc-maçonnerie est plutôt hostile à la tauromachie. Oui, Voilà. je pense aussi. Voilà. Oui. On peut commenter rapidement en disant que l'Église, en Espagne en particulier, a toujours été extrêmement réservée, voire par certains diocèses ou certains évêques ont condamné la tauromachie. C'était un vieux combat. Moi, je ne serais pas aussi sûr que vous qu'il n'y ait pas là une résurgence. Bon, il y a une nuance peut-être à apporter. Dans ce cas-là, les Catalans doivent être très catholiques puisqu'ils l'ont interdite en Catalogne. Est-ce que Mais ça, je crois pas qu'il est-ce que ça ne serait pas une survivance des jeux du cirque? Voilà. Oui, Enfin, mais de toute façon, c'est vrai que non, mais de toute façon, non, parce qu'on le retrouve avant, on le retrouve en Crète, etc. Oui, c'est on vrai. le voit sur les Aknossos, enfin ce genre de choses. Non, ce qu'il y a, c'est que la tauromachie actuelle date du 19e siècle. Ouais. Je vais peut-être horrifier des amateurs de corrida, mais en fait, ça ressemble pas du tout, par exemple, au dessin de Goya, où ça tenait plus de l'équilibrisme et du spectacle de cirque. Hein, Oui. avec des etc. Et où il n'y etc. avait pas tout, il y avait très Et rarement en fait, mort, voilà, comme on retrouve dans la comme au corrida Portugal. portugaise. Voilà. Et la construction en fait de la tauromachie est assez tardive. Elle devient très rituelle, hein, ritualisée aujourd'hui, très stricte, etc. Mais il suffit de voir les peintures je dis Goya au 19e siècle, et avant, rien n'est ritualisé. En fait, la tauromachie, je ne veux pas horrifier les gens, mais c'est une construction assez récente. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, un monsieur nous écrit: je suis stupéfait sur ce que j'apprends quant à la franc-maçonnerie, et qu'elle aurait une Bible inversée pour dire qu'on doit tuer le Dieu tyran qui est notre Seigneur. J'en reste assis. Il y a de quoi, Voilà. oui, il y a de quoi. Alors, j'arrive pas à lire la suite. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est que cette histoire de Bible inversée, etc., on la retrouve dans toute une série d'études sur la gnose, sur l'ésotérisme, etc. Je dirais que c'est pas, et en plus, enfin, excusez-moi, et que la plupart, il faut bien comprendre, c'est pour ça que je demandais quelle avait été la réception par la franc-maçonnerie. Nombre de francs-maçons, la plupart des francs-maçons ignorent totalement ce que vous écrivez et ignorent totalement les buts de la franc-maçonnerie réelle. Oui, mais il y a quand même une exception qui me vient à l'esprit, excusez-moi de vous interrompre, mais il y a un franc-maçon qui s'est converti, le docteur Caillet. Oui, puis il y en a eu d'autres. Il y en a eu le docteur Caillet qui, je crois, est venu à Radio Courtoyer, puis il y en a une autre récemment qui a écrit un ouvrage. Mais nombre de gens, au moins avant, je dirais, les grades intérieurs des différents ordres, enfin des différents rites, enfin, je sais pas, ignorent totalement Absolument, les buts poursuivis, et ils n'apparaissent qu'à mesure des différents degrés. Et j'en parle parce que le docteur Caillet m'a fait l'honneur de citer Fils de la Veuve. Ça a été un des éléments qui l'ont décidé à changer d'orientation. C'est-à-dire alors, on a d'autres questions. Je suis désolé, Pierre Stader, mais on me reproche Non, toujours mais de vous pas avez lire les raison. messages. Vous avez Il a raison. des messages vraiment de qualité. Alors, beaucoup de félicitations pour cette émission. Je pense à la pièce du Roi Pêcheur de Julien Gracq. Le Roi Pêcheur. Cela a-t-il un rapport avec votre émission? Très lointain, comme tout ce qui est traité au sujet du Graal. Oui, c'est vrai. Bon, il y a tellement de versions, même à l'époque moderne, que pour vraiment les comprendre, il faut quand même partir de Chrétien de Troyes, qui est très abordable en traduction. Les mythes traversent le temps. Oui. Et surtout, ils se réécrivent. Mais absolument. Et d'ailleurs, le grand succès d'un certain nombre d'écrivains, je pense en particulier à Michel Tournier, a été ou Barjavel, a été de réécrire des mythes en les mettant dans un langage plus contemporain. Parce que par exemple, les météores, c'est le mythe des jumeaux. Le roi des aulnes, on le retrouve pas dans Saint-Christophe, etc. Ça paraît évident. Vendredi ou les limbes du Pacifique, c'est le mythe du bon sauvage, etc. Et les grands écrivains réécrivent
les mythes plus anciens pour les rendre abordables. C'est ce qu'a fait Chrétien de Troyes. Voilà. Alors, justement, il y a un monsieur qui nous dit, vous citez Lancelot du Lac, est-ce une légende ou a-t-il existé ? Oh non, évidemment. Non. C'est un mythe, C'est sorti de la mythologie. Voilà. Oui. Comme et d'ailleurs, les différents chevaliers de la table ronde qui apparaissent avec le roi Arthur. Il y a des exceptions origines. quand même. Il y a des exceptions quand même. Par exemple, Yvain, ou le chevalier au lion, correspond à un certain Owain, c'est-à-dire un guerrier celte qui s'est battu contre les envahisseurs saxons. Et avec son père Urien, ce sont des personnages. Oui, mais parce qu'il y a des introductions de la même manière que la franc-maçonnerie est, compénétrée de tous les ésotérismes et de toutes les hérésies, sont des aspirateurs à l'hérésie en fait. Eh bien, le conte lui-même est pénétré d'autres mythes, quelquefois qui viennent d'histoires réelles. Donc cette agrégation, absolument. on part de Chrétien de Troyes qui lui-même part de quelque chose de bien plus ancien, et au cours du temps, eh bien, il y a une intégration d'un mélange de faits réels, d'autres mythes, d'autres contes. Alors, un monsieur nous écrit en nous disant, il n'avait pas écouté encore, enfin, on venait de démarrer l'émission, on parle des Rose-Croix, cette société secrète a-t-elle quelque chose à voir avec la franc-maçonnerie ou est-ce quelque chose de différent ? Alors, je crois que vous pouvez répondre parce que vous en parlez, c'est un des chapitres, une des facettes. C'est une des composantes de la franc-maçonnerie. Voilà. C'est une des composantes. Et vous en parlez, oui. Donc je rappelle, Jean-Claude Lozachmer, vous en parlez dans votre ouvrage, Les origines occultistes de la franc-maçonnerie, recherche sur une religion d'État, donc qui vient de sortir aux éditions des Cimes. Voilà. Alors, on nous parle également, alors on a toute une série de questions assez érudites, et alors par exemple, vous nous parlez d'un personnage borgne. Vous en avez parlé à un moment dans votre intervention. Est-ce qu'il a un lieu avec Wotan, le Jupiter scandinave, le dieu borgne ? C'est possible, mais je ne serais pas affirmatif. Mais c'est possible. Ça demanderait une étude approfondie. Alors, ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, j'ai vu, c'est que vous le citez, je me souviens plus si c'est dans la Gnose au Graal ou des origines occultistes de la franc-maçonnerie. Bon, enfin, je sais pas si c'est vous qui êtes rentré en relation avec lui ou s'il est rentré avec lui. Vous avez eu une correspondance avec Jean Audry. Qui dirigeait la chaire d'études indo-européennes à l'université de Lyon 3, oui. Qui a publié les études indo-européennes et qui peut être considéré comme le principal continuateur de Dumézil en France, et qui est un érudit extraordinaire. J'ai vu que vous aviez, parce que vous le citez en note à plusieurs reprises. Oui, c'est un très grand chercheur. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et donc, je l'ai cité, comme j'ai cité également Louis Pratt, qui était spécialiste de linguistique comparée à Rennes 2. Donc j'ai essayé d'être aussi universitaire que possible et en même temps aussi simple que possible. C'est pourquoi quelqu'un qui aurait eu le certificat d'études d'autrefois et l'esprit curieux pourrait me lire, je pense. Alors, on a plusieurs questions, et alors là, je voudrais que... Parce qu'on a des questions, si vous voulez, très diverses. Bon, je referai peut-être une émission sur la franc-maçonnerie, mais je suis un peu... Bon, et puis, on est quand même centré sur M. Lozachmer. Donc, par exemple, on a des questions sur le Lions Club et le Rotary Club. Sont-ils des clubs francs-maçons ? Ou comment se débarrasser de la franc-maçonnerie ? Ou avez-vous vu les émissions de M. Moetti sur la franc-maçonnerie ? Je suis désolé, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, mais on ne peut pas répondre ce soir, parce qu'à ce moment-là, il faut qu'on fasse 2 fois 3 heures ou 3 fois 3 heures. Ça serait hautement symbolique, mais c'est quand même compliqué. Hein. Donc, on va quand même se recentrer sur... là. Alors... Pierre Sader, vous avez peut-être intervenu. Quel est le livre qu'il faut lire pour avoir de Monsieur Lozachmer pour avoir une idée sur la franc-maçonnerie ? Je suis convaincu que c'est le dernier livre, Les racines occultistes de la franc-maçonnerie, qu'il faut lire pour appréhender même la franc-maçonnerie. Je trouve que c'est une porte d'entrée que je connais, parce que en fait, ce que l'on peut dire aussi, et je parle sous votre contrôle, monsieur le professeur, c'est que il y a quelques grands anciens qui ont travaillé sur ces sujets. Bien entendu, par premier titre, Monseigneur Join. Ensuite, on a des gens comme Pierre Virion, l'excellent Jean Vaquier,
Oui. Qui lui avait bien dégagé aussi ces 7 grands ésotérismes que vous présentez comme inspirateurs de la franc-maçonnerie. Oui, oui. Jean Vaquier l'a fait, il n'était pas le premier, il le disait lui-même d'ailleurs. Mais je trouve que votre livre est le premier qui soit aussi profond et en même temps absolument accessible et pédagogique. À partir de là, le lecteur qui veut sortir justement de ce que disait Emmanuel Ratier, c'est-à-dire de tout un tas de fantasmagories sur la franc-maçonnerie, il va aller sur quelque chose d'extraordinairement simple et précis. En plus, vous avez une iconographie, des dessins, tout ça est très précis. Et c'est vraiment une bonne manière d'aborder le sujet et de comprendre ce qu'elle est. Enfin, je dirais que Fils de la Veuve, bon, qui est le premier, et quand même avec la version enrichie, bon, est quand même particulièrement intéressant pour ceux peut-être qui veulent approfondir. Bon, il est plus épais. Mais ensuite, il est plus épais que le vôtre. Et je sais que celui que vous préférez, c'est de la gnose au Graal. Enfin, je veux dire que je mais préfère. Qui est plus. Pour ceux qui voudraient connaître le corpus à partir duquel j'ai travaillé. Voilà. Qui est plus. Maintenant, je ne dirais pas que c'est le plus facile. Voilà, je crois que c'est un peu quand même plus difficile. Est-ce que pour conclure, je vous en prie, je pourrais lire une page de Monseigneur Jouin? Voilà, je vous en prie. Voilà. De toute façon, on aura peut-être encore 2 ou 3 minutes, alors, donc allez-y. En 1928, Monseigneur Jouin, le fondateur de la Revue internationale des sociétés secrètes, écrivait ceci. Excusez-moi. Si le complot existe, celui de l'occultisme contre l'Église du Christ, s'il est de tous les temps, de toutes les parties du monde, il doit être possible, sans présomption, de le démasquer scientifiquement à force d'investigations attentives. Et rien ne vaudrait certainement contre l'occultisme cette mise en pleine lumière de ses origines, de sa fin, de ses procédés, de son histoire. Rien ne vaudrait pour la défense et l'exaltation de la Sainte Église une identification précise de tant de doctrines, d'entreprises, de rites enfin dévoilés à tous les yeux, comme dérivant d'un seul et même occultisme originel, dénaturation systématique du dogme, de la morale et de la liturgie de l'Église considérée comme religion universelle de la création en nos jours. Oui, le grand secret de l'occultisme est là, c'est-à-dire non dans la découverte sensationnelle d'un aveu ou d'une accusation encore inédite, mais dans l'évidente et sereine conclusion d'une sorte de grammaire comparée du symbolisme de toutes les sectes. Car les adeptes condamnés à cacher leur vérité, entre guillemets, sous des voiles impénétrables, se sont interdits sans doute en tout temps les formules catégoriques, tant ce qu'ils enseignent répugnerait sans phare à l'esprit au cœur des hommes. Mais pourquoi serait-il impossible de traduire en un langage accessible tant de données que nous possédons déjà sur les mystères de l'Antiquité, l'enseignement hermétique et ses initiations destinées à cacher la vérité aux profanes inattentifs, mais aussi à la présenter aux initiés sous une forme qui leur permette de s'en pénétrer selon leur degré d'intelligence, de culture et de résolution. J'arrêterai là ma lecture, mais ça se trouve dans la postface de Fils de la Veuve. Et ce qu'on peut dire d'ailleurs, Pierre Stader, c'est que ça se trouvera peut-être dans quelques mois relativement facilement disponible. Bien sûr, mais on peut donner les sources. Il s'agit du numéro 1 de la revue internationale des sociétés secrètes, dite la RIS Rose, destinée qui était la partie occultiste des travaux de la revue internationale des sociétés secrètes, donc le premier numéro 1928, où Monseigneur Jouin exposait les intentions, les voies et moyens de cette partie de la RIS. Alors, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je vous rappelle que je viens de recevoir pour cette première partie d'émission, qui était un peu ironiquement intitulée « La franc-maçonnerie est-elle un mythe ?», je recevais donc Pierre Stader, je dirais intervenant de plus en plus régulier à ce micro dans mon émission, et le professeur Jean-Claude Lozac-Meur. Donc le professeur Jean-Claude Lozac-Meur a signé plusieurs... qui était, enfin, il est professeur retraité, mais professeur de littérature médiévale à l'université de Rennes 2, a signé tout dernièrement aux éditions des Cimes Les origines occultistes de la franc-maçonnerie, recherche sur une religion d'État, qui est un ouvrage très accessible, qui se lit facilement à ce micro dans mon émission, et le professeur Jean-Claude Lozac-Meur, donc le professeur Jean-Claude Lozac-Meur, a signé plusieurs... qui était, enfin, il est professeur retraité, mais professeur de littérature médiévale à l'université de Rennes 2, a signé tout dernièrement aux éditions des Cimes Les origines occultistes de la franc-maçonnerie, recherche sur une religion d'État, qui est un ouvrage
très accessible, qui se lit facilement, enfin, à un certain niveau. Enfin, il est quand même, c'est pas un ouvrage d'érudit, c'est un ouvrage dense, mais quand même facile à lire. Cet ouvrage coûte 18 €. Et il a également publié un ouvrage que je vous recommande à lire au moins par la suite, qui s'appelle Fils de la veuve, recherche sur l'ésotérisme maçonnique, et l'édition disponible enrichie est aux éditions de Chiré. Et il a également signé De la Révolution aux éditions Sainte-Jeanne d'Arc et De la gnose au Graal, aperçu sur une tradition initiatique il y a 2 ans chez le même éditeur, les éditions des Cimes. Et je vous remercie pour vos nombreuses questions, j'espère qu'on y a bien répondu, et je vous propose qu'on se retrouve après la coupure technique pour la deuxième partie de notre émission.